Et nous voilà de retour, madame, monsieur, à notre magazine de télévision. Je vous dis encore une fois bonjour ou bonsoir, où que vous soyez actuellement dans ce bas monde. Nous recevons aujourd'hui une tête d'affiche. Il est africain, il nous vient du Burkina Faso, Mamadou Koïta. Mamadou Koïta qui évolue ici à Montréal depuis de nombreuses années. Et semblerait-il qu'il a fait également l'Europe et pourquoi pas la France. On l'a avec nous aujourd'hui, la sortie de son dernier album. Bonjour, comment ça va, Mamadou? Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Ben, moi, ça va, mais vous-même? Moi, je vais super bien. Mamadou Koïta, avant d'aller plus loin, tout d'abord, c'était un honneur pour moi. Encore une fois, je suis heureux de vous avoir ici, à cette émission. Je pense que le public aussi, d'ailleurs, on est heureux. Vous vous êtes produit dernièrement au Club Balatou, à Montréal. Vous avez livré un dernier spectacle où il était question de la sortie de votre dernier album. Ouais. Raison pour laquelle, d'ailleurs, vous êtes à l'émission ici. Mais avant d'aller plus loin, la question, qui est Mamadou Koïta? Mamadou Koïta, je suis du Burkina Faso et mon père c'est un grand musicien que j'ai eu la chance d'apprendre la musique avec lui. Votre père c'est comment? Comment ça s'appelle? Mon père s'appelle Zora Koïta. Zora Koïta. Ouais. Et lui il est spécialisé dans la musique de balafon partout au Burkina et en Côte d'Ivoire, au Mali. Et aussi il a eu la chance pour aller faire des tournées aussi au Ghana. Donc avec mon père, j'ai appris la musique. J'ai vraiment eu la chance. Et tous mes grands-parents jouaient la musique. Ma mère, elle chante. Et aussi, elle fait la danse aussi, ma mère. Et mes sœurs, ils dansent aussi, ils font la danse africaine partout. Et quand on partait jouer, c'est mes sœurs qui faisaient la danse. Donc, j'ai appris la musique avec mon père. Mon père, c'est un griot. Un griot, c'est des griots qui donnent des messages au village. Et j'ai aussi eu la chance de participer dans ça. Parce qu'il y a eu un moment donné, mon père n'est plus capable de faire les messages au village. Parce que dans mon village, le radio ne rentre pas. Et cellulaire non plus. Tout dernièrement, je suis allé au village, j'ai essayé de communiquer. Et à Montréal, ici, il n'y avait pas les réseaux. Donc, pour communiquer au village, il faut prendre le tam-tam. C'est le tama, on prend. Le tama, c'est deux bouts. On le met en dessous de nos bras. Avec vos aisselles, oui. Exactement. Donc, c'est le tama, on faisait la communication au village. Donc, mon père m'a enseigné tout ça. En 2023 encore, c'est comme ça que ça se passe? Oui. Ouais. Et il y avait une cérémonie au village. Et mon père, lui, bon, comme il ne peut plus marcher vraiment, donc il m'a dit, bah, comme tu viens d'arriver, bah, comme on faisait avant, donc le chef du village a envoyé quelqu'un pour faire la communication au village, parce qu'il y avait une fête au village, donc il a dit, bah, je dois le faire, donc c'est là que je le fais, j'ai fait la communication, donc j'ai appris la musique avec mon père. Mamadou Koïta, vous avez cité un nom, oui, que de nombreux artistes que nous avons reçus à l'émission citent, griot, oui. Griot. J'entends souvent cette phrase-là, griot. Moi, je viens de l'Afrique centrale, de la République démocratique du Congo. On n'a pas beaucoup appris, comme vous le savez. Griot, c'est plutôt l'Afrique de l'Ouest, surtout. Hein? L'Afrique de l'Ouest comme telle, Guinée-Conakry, Mali, Burkina Faso, en fait, l'ancien royaume, l'Empire mandingue. Oui, l'Empire mandingue, exact. Pouvez-vous juste expliquer un peu à nos téléspectateurs, j'aime bien poser cette question. Un griot, d'abord, ça veut dire quoi un griot? Deux, quel est le rôle particulier du griot? Est-ce qu'il est là pour faire des compliments, pour chanter des salam alek aux personnes, ou est-ce qu'il est là pour faire réfléchir les gens? Ma dernière question, donc j'ai 3 questions. Est-ce qu'aujourd'hui, le griot est-il encore très important? Les griots, ils jouaient beaucoup de rôles pour la population d'Afrique de l'Ouest. Parce que j'ai appris tout ça avec mon père. Les griots ont été des messagères. Comme quand tu écris sur l'ordinateur pour envoyer un message à une autre personne, c'est les griots qui s'en occupaient de ça. Les griots, à cause des griots aussi, il y avait l'amour aussi. Les griots donnaient beaucoup aux populations, parce que quand il y avait la guerre, c'est les griots
qui faisaient tout pour que la guerre s'arrête. Donc, ils étaient des vrais diplomates, des vrais en fait, négociateurs, c'est ça? Ils allaient négocier, carrément, pour mettre un terme à la guerre. Oui. Les griots, ils étaient... Par les temps qui courent, je pense qu'on devrait peut-être en avoir besoin. Hein, c'est vrai. Donc, les griots, ils étaient tout le temps avec le chef du village. Quand on dit, comme aujourd'hui, on a des présidents, mais c'est à ça, quand le chef de village, avant qu'il quitte pour aller à un autre village, c'est les griots qui l'accompagnaient pour l'amener à son retour. Le griot est toujours avec lui. Mais le griot est toujours en train de parler. Oui. Il chante des fois. Il chante. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il parle de lui. Il parle. Est-ce qu'il lui fait des compliments? Il fait des compliments. Ah oui? Oui, des compliments. Et ce que ses arrière-grands-parents ont fait. Donc pour le lui rappeler, quoi. Oui, pour lui rappeler. Un genre d'aide-mémoire, c'est ça? Oui, pour ne pas oublier ce qui est passé avant. Son père était une personne qui respectait ses paroles. Quand il te dit, OK, je te donne ça, il le fait. Ou il dit, va ici, tu fais ça, et il n'y aura aucun problème. Donc, il le fait. Donc aujourd'hui, les griots existent toujours et ils ont toujours ce rôle-là dans le monde moderne, aujourd'hui. Oui, ça existe dans les villages encore, mais ça a commencé à disparaître encore, petit à petit. Donc, parce que ceux qui étaient, nos anciens, ils sont plus là. Donc, ce que les griots disent à leurs enfants aujourd'hui, comme toi, ton père était un chef du village, ou ton grand-père était chef du village, donc comme ça, descendant. Il est là pour rappeler finalement pour rappeler tout le temps la mémoire. La mémoire, pour que les enfants, le roi qui est là, pour qu'il puisse continuer à respecter ses paroles, ou aussi prendre soin de donc il jouait plusieurs rôles quand même quelque part. Ok, on va quitter un peu le griot, qui est quand même très très important, pour revenir à Montréal. On a quand même passé quelques temps, on a parlé longuement du griot comme tel. Mamadou Koïta, vous avez vécu quelques temps en France aussi, vous vous êtes produit un peu partout, vous connaissez très très bien le milieu culturel français, vous avez participé à différents festivals. Parlez-nous-en avant de revenir un petit peu sur votre musique comme telle ici à Montréal. J'ai été en France, j'ai eu la chance pour aller en France parce que j'ai fait des compétitions de musique au Burkina et c'est là qu'on nous a choisis. On était 7 musiciens, moi avec mes frères. Donc on a eu la chance de gagner ce prix-là. Donc quand on a gagné le prix, on nous a invités en France. Et vous jouez quel instrument? Moi, j'ai joué le balafon, je chante et j'ai joué aussi... Vous chantez aussi? Oui, j'ai joué le djembé aussi et je chante. Et aussi, je joue le ngoni aussi. Le ngoni? Le ngoni. Oui. Donc, on allait faire le tournée en France. On a fait plein de festivals en France. Et jusqu'à on allait aussi dans une ville à côté de la France, Nancy. C'était un festival de jazz. Et il y a eu plein de grands vedettes que j'ai aimé et que je les avais jamais vus. Donc, je les ai rencontrés là, au festival Nancy Jazz. Donc, j'ai fait ces tournées-là. Après, je suis retourné au Burkina. Donc, c'est là que j'ai rencontré un groupe Wanani qui m'ont invité ici au Québec. On va parler maintenant de la sortie de votre album. D'abord le titre, avant d'aller à la pause. Le titre, en fait, on va demander, je vous demande un des titres qui figure dans votre album qu'on va présenter actuellement à notre public. C'est ma première, par contre, excuse-moi, c'est mon premier album qui est sorti à Montréal. Donc le titre est Terry. Terry, dans notre langue, quand on dit Terry veut dire amitié. Comme je dis, mon ami, donc en Bambara, c'est Terry, c'est ami. Donc, ça veut dire que vous parlez Bambara. Hein? Oui. On en apprend de plus en plus. D'accord. Alors, on va tout de suite là aller présenter à nos téléspectateurs Terry, qui veut dire amitié, c'est ça? Ouais. On y va donc, madame, messieurs, avec Terry.
tendre la main toujours pour demander, mieux vaut de travailler pour avoir ton pain. Car quand on veut, on peut. Et voilà, madame, messieurs, nous sommes de retour à notre magazine de télévision. Nous recevons aujourd'hui à l'émission monsieur Mamadou Koïta. Mamadou Koïta, on vient de présenter votre œuvre. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Oui, l'album Terry, pourquoi je dis Terry? Sans l'amitié, il n'y a rien qui fonctionne vraiment quand vous êtes plusieurs. Parce que Terry, l'amitié, c'est très important pour tout le monde et pour moi et autant que pour tout le monde dans la vie parce que comme c'est tous mes musiciens, c'est l'amitié qui a fait qu'on travaille ensemble. D'accord. Et aussi, Terry, tu ne peux pas aussi rencontrer ton amour sans qu'il y ait l'amitié. Tu ne peux pas brusquement pour aller rencontrer une fille comme ça, d'être là avec sans qu'il y ait l'amitié qui rentre arriver entre vous deux. Donc, et aussi, pour le travail, comme il y a plein des entreprises, il faut l'amitié, il faut aller envers les gens pour pouvoir avoir un travail. D'accord. Donc, pour moi, Terry, c'est très important qu'il y a l'amitié entre les pays ou peu importe où on est. À qui le dites-vous? Mais là, à qui le dites-vous? Ben oui, l'amitié, par les temps qui courent, mon ami, la paix, c'est très important. Ouais. Je vais revenir à votre carrière à Montréal. Qu'est-ce qui vous a emmené ici? Quelles sont les circonstances qui vous ont conduit ici, à Montréal? La musique qui m'a conduit ici, j'ai vraiment eu la chance pour pouvoir profiter de Comment ça s'est passé? On vous a invité? Une dame est allée vous chercher? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a invité ici pour venir faire une tournée à Montréal, au Québec. Oui. Ouais. Donc, on a fait des tournées ici. On a joué au Festival de Nuit d'Afrique. Au Québec, vous avez fait le tour? Vous êtes allé où? En fait, Saguenay-Lac-Saint-Jean? J'ai été à la ville de Québec, pour oui. le Festival de l'été Québec. Et aussi à Nouveau-Brunswick. Je suis allé jouer là-bas. Okay. Alma. Alma. J'ai été. Vous allez jouer à Alma. Oui, ben, dis donc. Et aussi, Alma. Mais Alma, c'est mon coin, moi. Ah, bon. Un Africain qui vient d'Alma. C'est excellent. Aussi à Abitibi aussi. En Abitibi, il y a un festival là-bas, Guitare du Monde. J'ai été aussi pour aller faire des tournées là-bas pendant une semaine. Et j'ai aussi eu la chance pour aller aussi à East. En Ontario et à Vancouver pour c'est Radio-Canada qui nous avait invités là-bas pour aller faire une tournée de 2 semaines là-bas. Donc vous avez fait le tour. Vous avez fait le tour quand même. Mais pourquoi? Mais dites-moi, pourquoi Montréal? Est-ce que c'est l'amour par hasard qui vous a retenu ici? Ouais, j'ai aimé quand je suis arrivé à Montréal. Je me suis senti comme j'étais au Burkina Faso. Ah bon? Pourtant au Burkina Faso, mon cher, il fait chaud. 40 degrés à l'ombre. À qui le dites-vous? J'étais sur place à Ouagadougou. Il fait chaud en Gérigoué, comme disent les Québécois. on peut même pas comparer. Donc, moi, je me suis senti bien à Montréal. Donc, les Québécois m'ont bien accueilli. Les Québécoises aussi. Donc, les Québécoises aussi, hein? Et oui, les Québécoises. Là-bas, là. On va aller, frérot, on va aller vers notre deuxième vidéoclip parce que le temps presse. Qu'est-ce que vous nous proposez? Bon, le deuxième chanson que j'ai composé, Wawana, c'est une chanson qui parle de l'aventure. Wawana. Oui. Ça, c'est Tambambara toujours. Oui. Wawana parle de l'aventure parce que je suis l'un de... Quand je suis à Montréal, je suis l'un de mon pays. Donc, il y a plein de choses que je rencontre dans l'aventure. Tu vois, autant qu'il y a du bien et autant qu'il y a du mal aussi. Donc, Wawana parle
l'aventure, il y a souffrance et aussi il y a du bien aussi. Il y a aussi, en fait, comme vous avez dit, les souffrances aussi. Ouais. Les souffrances. Ouais. Mais on finit Donc, par les accepter. Exactement. Donc il faut toujours être ouvert envers les autres, aller chercher une aide quand ça ne va pas, ou il ne faut pas rester toute seule à la maison et puis dire que bon, aujourd'hui ça ne va pas, donc je ne vais pas voir quelqu'un. Il faut aller voir des gens pour éviter la dépression. Quoi. Oui, la dépression. Et souvent, quand je venais d'arriver ici, ça m'a pris un bout pour pouvoir vraiment m'adapter. Parce qu'au Burkina, on était tout le temps dehors parce qu'il fait chaud. Là, on est plus enfermé. Je suis arrivé ici en plein hiver. Le 21 février, je suis arrivé ici. Donc, je me rappellerai toujours d'un étudiant, mon cher Gabonais. Papa est riche, maman est riche. Il vient étudier ici à Montréal. L'hiver, il appelle les parents. Papa, maman, je veux rentrer, il fait trop froid. On va aller dans Wawana. Tout de suite là, Wawana. Nenasio, una tero beba, bana fawisio, una tero beba urena, masalosio, una tero bemia, libede lunie, abibeta, bana bagra, bana awanyunasio, wa komersala, bana walobera, una tero bemi urena, babara mabahana, mabahayira, mabahaza we, libede awayoyura, libede awayoyura, libede awayoyura. Bana wasio na tero bemia Wawisio Wawisio Mechansa Bone awalobe Yirizo mami bre Bone wazwa wilo beja Na tero bemina Uma bene ure Et voilà, madame, messieurs, nous sommes de retour à notre magazine de télévision. Nous recevons aujourd'hui à cette émission M. Mamadou Koïta, je vous le rappelle, artiste montréalais qui nous vient du Burkina Faso. On parle de sa musique, nous parlons de sa carrière. Mamadou Koïta, encore une fois, merci d'être avec nous à cette émission. On vient de présenter une vidéoclip qui nous parle de Wawana. Et là, on va aller un peu plus vers, comment dirais-je, votre carrière ici même à Montréal. Ma toute première question, comment ça, c'est sûr, vous êtes venu ici, comme vous l'avez dit, en fait tourner. Mais une fois que tout ça s'est terminé, les tournées, vous vous installez ici à Montréal. Comment ça se passe pour vous en tant qu'artiste africain? En tant qu'artiste, comme j'ai eu la chance de rencontrer plein de musiciens à Montréal, aussi il y a des musiciens africains ici qui m'ont aussi accepté dans leur groupe. J'ai travaillé avec plein de musiciens différents. Abdoulaye Koné, j'ai travaillé avec lui beaucoup. Et Lamine Touré, c'est mon papa à Montréal. Il m'a aidé, il m'a donné tous des conseils, comment trouver une sens pour pouvoir aussi agrandir aussi dans la musique. Donc, grâce à Touré, j'ai joué au Festival Nuit d'Afrique et ça m'a donné aussi de jouer au Festival du Jazz. C'est dans le Festival de Nuit d'Afrique. Pendant que je jouais, il y avait un groupe qui m'ont vu pendant que j'ai joué sur la scène Nuit d'Afrique. Et dès que j'ai fini, le gars, il courait après moi. Moi-même, j'avais eu peur pendant que lui, il courait après moi. Vous avez eu peur? Oui. Pourquoi? Parce que je ne comprenais pas pourquoi il courait après moi. Parce que moi, j'ai fini de jouer. L'Africain, là, il voulait ton bien, mon frère. J'arrête, il dit, mon ami, lui, il parle anglais. Donc, lui, il joue le jazz. Et ce groupe-là s'appelle les Bad Brothers. Ils sont à Montréal, donc c'est eux qui m'ont, grâce à Nuit d'Afrique, ils m'ont invité. Je suis allé jouer, faire une collaboration avec eux au Festival du Jazz. Dites-moi, parce que vous parlez beaucoup, vous parlez beaucoup, vous avez beaucoup à dire. Je vais vous emmener vers... dites-moi, comment ce public-là, on vous a vu dans le jazz, on vous a vu dans Nuit d'Afrique, comment est-ce que le public reçoit votre musique? On n'est pas au Burkina Faso, on n'est pas au Mali, les gens ne comprennent pas.
Vous chantez, mais les gens ne comprennent pas, les gens suivent le rythme, vous avez un instrument, ils sont possédés par ce rythme-là. Comment est-ce que les gens reçoivent votre musique? Est-ce que ce sont des Africains essentiellement qui viennent vous voir, ou est-ce que c'est le public d'un peu partout, est-ce que ce sont des Québécois et des Québécoises? Des Québécois et des Québécoises. Mon Dieu, tout de suite. Ouais. Ah bon? Ouais. Mais qu'est-ce qui les attire? Ils m'ont... en tout cas, ils m'ont tellement soutenu. À chaque fois que je partais jouer à quelque part, les Québécois et les Québécoises sont toujours présents. Jusqu'à avant-hier, le vendredi, le lancement de mon nouveau album. J'ai pas pu venir, mais bon, d'accord. Yeah. Donc, j'étais à Gaspésie, des Québécois. Il y a des Africains qui viennent d'ailleurs, ou oui, mais plus des Québécois qui m'ont soutenu, qui sont toujours présents, Donc, ça vous fait chaud, quand même, hein? Moi, c'est... Alors qu'ils ne comprennent pas mes langues, le Bambara, le Duran. Ils ne comprennent pas. Tu vois? Et je chante aussi en Boamou. Donc, en Boamou? Boamou, ça c'est notre... je suis un Boaba. Donc, je chante en Boamou et je chante aussi en Bambara. Donc, les Québécois ne comprennent pas le Boamou ni le Bambara. Mais ils sont toujours présents. Donc, moi, c'est un truc qui a été tellement fort, plus que tout. Ils sont toujours présents. À chaque fois que je vais jouer, tous les festivals que j'ai participé, c'est des Québécoises qui étaient présents et des Québécois. Je sais que vous me direz, en tant qu'artiste, lorsque vous créez, vous l'êtes authentique. Un artiste, c'est ça. C'est vraiment, on ne sait même pas d'où ça vient, de l'âme ou quoi, mais c'est authentique. Alors, c'est tout à fait normal que vous chantiez dans votre langue, le Bambara, ou l'autre langue aussi. Mais ça vous est déjà arrivé de penser, justement, créer en français, ne fût-ce que pour aller plus chercher ce public-là qui semble vous aimer? Ben, c'est ça, parce que ça m'encourage encore plus de chanter en français pour que les Québécois et les Québécoises puissent comprendre. Ne fût-ce que traduire les phrases que vous dites dans votre langue. Parce que nous avons ces phrases tellement riches, mais des fois, il faut les traduire pour que les gens comprennent. C'est ça. Donc, je vois que j'ai besoin de ça. J'ai besoin de chanter pour traduire mes chansons en français pour que les Québécois et les Québécoises puissent profiter de ça. Ils vous aiment déjà. Maudit chanceux. On va aller vers une dernière vidéo, dernier extrait. Qu'est-ce que vous nous présentez? La chanson Zoura. Zoura? Zoura. Zoura. Oui. Ça veut Zoura, c'est une chanson que j'ai composée en mémoire de mon père qui m'a transmis la musique. Donc j'ai créé ces chansons pour lui. Car sans lui, aujourd'hui, je ne pouvais pas faire la musique parce qu'il jouait la musique. Quand il jouait, quand j'étais petit, il me prenait et puis il déposait sous son cuisse. Sous son cuisse et puis je continue à jouer pendant que moi je suis assis. Donc j'ai dit je vais rendre ces chansons-là à sa mémoire et ma mère aussi. Donc le titre de cette chanson, Zoura. Zoura. Mamadou Keïta, on va se laisser justement sur cette chanson. Je vous dis merci beaucoup d'avoir Et aussi en passant, je travaille beaucoup dans les écoles et enseigner la musique aux enfants. Donc on transmet ce message, n'est-ce pas, aux enfants et aux écoles. À Montréal, partout au Québec. Partout au Québec. Oui. Monsieur est là, il est prêt. Merci beaucoup, Mamadou Keïta. Merci beaucoup et merci aux Québécois, merci aux Québécoises qui m'ont laissé la chance. Aussi, merci à la CAL qui m'ont donné la chance et aussi qui m'ont donné l'argent pour pouvoir produire cet album. Et merci à vous aussi. Merci à Ici Télévision. Ici Télévision. Merci infiniment. On y va avec Zoura.
Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour à l'émission et nous vous présentons aujourd'hui une petite chronique que je vais donc devoir livrer dans les minutes qui vont suivre. Et je me suis dit cette semaine, pourquoi ne pas vous parler d'un lieu qui, en fait, me touche personnellement, puisqu'on parle quand même de mon pays d'origine, qui est, je vous le souligne, la République démocratique du Congo. Et un lieu, en fait, dont on m'a souvent parlé, j'aimerais bien un jour peut-être avoir cette chance de vous y inviter. Pourquoi pas? Ça s'appelle Congo Square. Congo Square, j'ai quand même bien prononcé, Congo Square. Congo Square, on se comprend. Congo Square, et ça se passe, c'est un lieu qui se passe, en fait, qui est situé exactement aux États-Unis. Et on m'avait déjà dit à l'époque, que savez-vous que la musique jazz, telle qu'on l'entend aujourd'hui, eh bien, ce sont des Congolais qui ont démarré cela. Je me suis dit, non, mais ça se peut pas. Et oui, on m'a dit, ben voilà, ça se passe, c'est aux États-Unis, et dans un lieu d'ailleurs qui est très public, qui est connu même jusqu'aujourd'hui. Et cette place-là, ça s'appelle Congo Square. Congo Square, c'est là où est né, en fait, l'ancêtre même de ce qu'on appelle aujourd'hui la musique jazz. Évidemment, j'étais heureux, fier, surpris aussi d'apprendre que la musique jazz, évidemment, avait été créée à l'origine par des Congolais. Mais quels Congolais? Des esclaves congolais qui, les quelques fins de semaine, les dimanches où on avait la possibilité, leur maître leur permettait d'aller dans cette place-là. Et ils se rassemblaient et dansaient, les tam-tams et tout, incroyable. Et c'est devenu une place réellement publique et très, très visitée. En fait, je suis allé regarder comme ça, parce que j'étais curieux, comme beaucoup de gens. Et aujourd'hui, c'est très facile. Je suis allé sur l'Internet, dans Google. J'ai donc écrit Congo Square. Et je vais vous lire rapido presto, à ma grande surprise, en fait, et avec fierté, naturellement, ce que j'ai pu y trouver. On dit ici Congo Square, donc en français, Place Congo, est un jardin public compris dans le parc Louis Armstrong, situé dans le quartier de Trémé à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, séparé donc du vieux carré français par la rue Rempart. Il est un site, aujourd'hui donc un site historique qui a marqué l'histoire des esclaves à l'époque de la Louisiane française, puis de l'État de la Louisiane après la vente de la Louisiane, naturellement par Napoléon Ier aux États-Unis. Il est également un des hauts lieux de l'histoire de la musique afro-américaine. Vous voyez, donc ça confirme un petit peu. Et juste pour aller un peu plus vite, juste pour situer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, et ça on peut le trouver facilement d'ailleurs dans l'Internet, au XVIIIe siècle, ce lieu se nomme Place Publique, c'est-à-dire ou Place des Nègres. Excusez-moi du mot, mais le mot était là, Place des Nègres. Puis Place Congo, car c'est le lieu où se réunissent les esclaves le dimanche, tel que je l'ai dit. C'est alors une esplanade au pied des murs de la ville portuaire, donc de la Nouvelle-Orléans, qui se limite à l'époque de l'actuel vieux carré français. Les esclaves africains se retrouvent, ils échangent des biens qu'ils produisent sur leur libre temps, et ils chantent et dansent au son des tambours jusqu'à la tombée des nuits, imaginez-vous. Donc, ils sont esclaves, mais ils ont quand même conservé ces traditions, ces mentalités, là où les fins de semaine, il fallait quand même s'amuser, se laisser aller. Et c'est quand même très intéressant parce que, d'après ce que l'on dit ici, le quartier prend le nom de Trémé et devient un des berceaux, imaginez-vous, justement de la musique afro-américaine. Et en fait, la révolution haïtienne, eh oui, on est frères, la révolution haïtienne renforce cette évolution avec l'arrivée donc des réfugiés français de l'île de Saint-Domingue, aujourd'hui Saint-Domingue donc Haïti chérie, et certains apportant leurs propres esclaves. La Nouvelle-Orléans reçoit donc des milliers d'Africains supplémentaires et des créoles dans les premières années du 19e siècle. Ils y renforcent les traditions africaines. Voilà, donc c'est l'objet de cette chronique d'aujourd'hui. Mais on me demande quand même de continuer parce qu'on a la possibilité de garder l'antenne avec vous. Alors, on reste toujours avec justement ce Congo Square parce que je voulais synthétiser. Mais la période même de la guerre de sécession met un terme provisoire à ce défoulement musical, donc populaire. Et à l'abolition de l'esclavage, donc vers la fin du 19e siècle, les Afro-Américains reviennent chanter et danser, imaginez-vous, sur la place Congo, devenue en 1893 donc la place Beauregard, en l'honneur donc de Pierre-Gustave Toutant de Beauregard. Néanmoins, les Afro-Américains continuent à désigner leur lieu de retrouvailles musicales, donc place Congo. Les danses et musiques improvisées, imaginez-vous, laissent la place à des petits groupes musicaux
mieux organisé avec une palette d'instruments, de musique appropriée. Les premiers concerts de jazz, imaginez-vous, voilà, les premiers concerts de jazz sont donnés dans ce lieu public. Aussi incroyable que cela. Et donc, en 1920, la municipalité de la Nouvelle-Orléans fait éditer un auditorium, sur Congo Square, donnant donc sur Congo Square. Et en 1970 et en 1971, la ville donc organise le New Orleans Jazz and Heritage Festival sur Congo Square. Et les musiques jazz, donc, et de R&B, résonnent régulièrement à cet endroit. Des musiciens ou chanteurs rendent hommage à ce lieu chargé d'histoire, comme la chanteuse Amel Larieux, qui chante d'ailleurs une chanson intitulée Congo, ou plutôt parmi les compositeurs, entre autres, donc classiques comme Gottschalk, j'ai bien prononcé. Le Congo Square fut le sujet d'un poème symbolique composé par Henry F. Gilbert, donc The Dance in Place Congo, et c'était en 1908, qui fut également, évidemment, présenté en tant que le ballet au Metropolitan Opera de New York en 1918. Et ça, c'est une information que je ne savais pas, mais en fait, comme on dit, je vous la concède et c'est avec un grand plaisir. Voilà, donc c'est tout pour cette semaine à partir de cette chronique. Et probablement la semaine prochaine, on vous en réserve une autre. Merci.